Sur la toile des affaires, chaque vibration est une information clé car elle peut signaler une opportunité à saisir ou un risque à anticiper. Dans ce podcast, on parle affaires, stratégie et intelligence économique. Ce nouvel épisode vous sera utile pour bien positionner votre organisation sur la toile des affaires, lui permettant ainsi d'être bien informé, de sécuriser ses activités et d'influencer ses différentes parties prenantes. Je suis Eric Teya, bienvenue sur la toile des affaires. Bienvenue dans le premier book club du podcast. Ce format est dédié aux livres et aux ouvrages qui traitent de sujets liés à l'intelligence économique. Qu'il s'agisse de renseignements d'affaires, de sécurité économique ou d'influence, seul ou avec mes invités, je vous recommande des lectures et vous partage ce que j'apprends et ce que je trouve d'intéressant dans ces lectures. Bien entendu, vous retrouverez dans la description de l'épisode toutes les informations concernant les ouvrages que je vous recommande. Pour ce premier book club, j'aimerais vous partager un livre dont j'ai beaucoup apprécié la lecture et que j'ai trouvé très enrichissant et qui, je pense, devrait faire partie de votre bibliothèque, notamment si vous êtes à vos débuts dans la recherche d'informations en sources ouvertes, aussi appelée OSINT, à cause de son origine anglo-saxonne Open Source Intelligence. Je ferai certainement un épisode sur le sujet pour mieux comprendre l'OSINT et ses ramifications les plus connues, telles que l'UMINT pour le renseignement humain, GeoINT pour le renseignement géographique et bien d'autres se terminant par le suffixe INT. Sans plus tarder, le livre que je vous propose dans cet épisode, c'est Rechercher l'information stratégique sur le web, sourcing, veille et analyse à l'heure de la révolution numérique de Véronique Mesguich, paru en 2021 aux éditions Debug Supérieur dans la collection Information et Stratégie. Cette collection a été co-créée en 2013 avec l'Association des professionnels de l'information, ADBS, anciennement coprésidée par Véronique Mesguich, pour allier les savoir-faire des deux partenaires, à savoir Debug Supérieur et l'ADBS. Je précise qu'il s'agit là de la deuxième édition parce qu'il y en a eu une troisième qui a été publiée cette année. Cela dit, cette nouvelle édition n'enlève rien à la richesse de l'édition que je vous présente aujourd'hui. Alors, si vous êtes étudiant, enseignant ou professionnel de la documentation, de l'information et ou du marketing stratégique, je pense que ce livre vous sera très utile. Je trouve que ce livre se distingue en tout cas par sa profondeur et sa pertinence, dans un monde où l'information est devenue une ressource cruciale. En effet, l'auteur nous guide à travers des méthodes et des outils indispensables pour une recherche d'information efficace et stratégique en s'adaptant aux défis et aux opportunités du numérique dans le monde des affaires. Voici 3 enseignements que j'ai trouvés intéressants à travers ce livre. Le premier, c'est l'importance de naviguer sans laisser de traces et ce à quoi on s'expose dans le cas contraire, avec un tableau à l'appui qui recense les outils pour faire cela. En effet, il peut être nécessaire de se tenir informé des évolutions de son concurrent pour mieux orienter sa stratégie. Pour cela, on aura peut-être besoin de visiter régulièrement son site internet, consulter ses offres d'emploi ou encore télécharger les livres blancs qu'il propose gratuitement. Si ce dernier s'en rend compte, vous identifie par exemple grâce à la récurrence de votre adresse IP et décide de réagir, vous pourriez télécharger des documents malveillants, être induit en erreur sur la base des informations que vous consulterez à l'avenir ou tout simplement ne plus du tout avoir accès à ces informations. L'une des solutions proposées est l'usage d'un VPN, bien entendu dans le respect de la législation en vigueur, pour réduire le risque d'être identifié, notamment avec son adresse IP. Le second enseignement, c'est que les recherches que nous effectuons sur les moteurs de recherche, qu'il s'agisse de Google, Bing, Baidu ou autres, tendent en général à améliorer la pertinence des résultats qu'ils proposent sur la base de nos recherches précédentes. Résultat, on se retrouve donc un peu dans une bulle numérique de recherche personnalisée, ce qui peut biaiser nos analyses et nos recommandations. Ce livre donc nous propose 3 solutions pour dépersonnaliser les résultats de recherche. La première, c'est d'ajouter l'opérateur qui commence par le signe Esperluette, suivi de PWS, suivi du signe égal, puis du chiffre 0 à la fin de l'URL de la page des résultats de recherche. La deuxième solution, c'est d'utiliser un moteur de recherche comme Start Page, censé effectuer des recherches neutres sur l'index de Google. Et enfin, la troisième solution, c'est d'utiliser un VPN.
Le troisième enseignement que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est que l'une des méthodes pour évaluer la qualité de l'information que nous trouvons sur Internet est de faire passer cette information à travers un certain nombre de critères d'analyse, incluant notamment l'auteur, la date, le contenu, les motivations de la publication et l'audience cible. Concernant l'auteur, il s'agit de savoir s'il s'agit d'une personne physique, d'une personne morale, d'un profil numérique sur les réseaux sociaux, parfois difficilement associable à une personne physique. Le point de vigilance qui est partagé ici, c'est que sur ce dernier type d'auteur, un profil avec un nombre important d'abonnés n'a aucun rapport avec la véracité factuelle et la pertinence des publications de ce profil. Le second critère, c'est la date. Donc, il faut être vigilant à la fraîcheur de l'information, que ce soit sur un site ou un blog ou un réseau social. Certaines publications sont souvent le relais d'informations datant d'il y a déjà quelques années. Le troisième critère, c'est le contenu. Là, il s'agit de s'assurer de l'intégrité du contenu, tant sur le fond que sur la forme, en répondant à des questions telles que quel est le niveau de précision, d'exhaustivité et d'exactitude des informations proposées? Est-ce un contenu spécialisé ou généraliste? Ou encore, les contenus sont-ils rédigés dans une langue correcte en respectant les règles de syntaxe, d'orthographe et de grammaire de la langue appliquée? Il est également question de vérifier la véracité des contenus multimédia que l'on trouve dans les articles, analyses et rapports d'études. Pour cela, il y a par exemple l'outil de détection de deepfake nommé Maisonnet qui permet de traquer les incohérences et les irrégularités dans les détails des visages. Le quatrième critère concerne les motivations de la publication. Ici, il s'agit de se pencher sur les motivations de l'auteur et du diffuseur de l'information. Cette information est-elle à visée politique, commerciale ou altruiste? Ce média est-il contrôlé? Quelles sont ses sources de financement? Et enfin, l'audience cible, à savoir à qui s'adresse le contenu et quel est le profil type des personnes cibles de cette information. Cela dit, la qualité ne fait pas tout. Il est essentiel que cette information soit pertinente dans l'absolu, c'est-à-dire qu'elle soit alignée avec les objectifs de la recherche et le moment où cette recherche est menée. Autrement dit, une information de haute qualité peut être inutile si elle n'est pas pertinente pour une situation ou un contexte donné. Voici donc 3 des enseignements intéressants que propose ce livre. Bien sûr, il y en a plus, mais je vous invite à l'acheter, le lire et surtout l'appliquer pour enrichir la profondeur de votre connaissance sur le sujet. Parlons maintenant des points forts que j'ai notés concernant cet ouvrage. Le premier point, c'est la lecture accessible et pédagogique. Bien que l'explication du fonctionnement de certains outils reste quand même assez technique, selon moi, la lecture reste tout de même accessible pour celui ou celle qui sait comment fonctionne Internet ou du moins un moteur de recherche et qui s'en est déjà servi. Le deuxième point concerne les points de vigilance et les conseils à la fin de chaque chapitre. Pour vous donner un exemple, voici un extrait des points de vigilance quant au fait de trouver rapidement l'information pertinente sur Internet. Le premier point de vigilance, c'est de s'assurer que l'information soit de première main. Généralement, on parle de source première, c'est-à-dire le producteur initial de l'information en question. Le deuxième point de vigilance, c'est de faire attention aux biais cognitifs et aux habitudes récurrentes qui peuvent freiner la découverte et générer du silence, c'est-à-dire pas de résultat. Le troisième point de vigilance, c'est de garder une trace des recherches et des résultats de nos recherches, notamment avec des solutions comme Diigo ou Evernote. Le troisième point fort que j'ai noté par rapport à ce livre, ce sont les méthodes et les exemples de cas pratiques à la fin du livre. Par exemple, comment mener une étude documentaire pour une étude de marché, comment trouver des informations financières sur les entreprises ou encore comment identifier des innovations. Le quatrième point fort que j'ai trouvé intéressant concerne les sujets qui ont été abordés en toute dernière partie du livre pour nous amener à réfléchir sur l'évolution de notre rapport à l'information à l'ère où le numérique prend une part de plus en plus importante dans le monde des affaires, notamment depuis l'émergence et la grande médiatisation des technologies dites d'intelligence artificielle. Dans ce plaidoyer pour une vraie culture des contenus numériques, l'auteur nous partage son point de vue sur divers sujets tels que l'impact du numérique sur l'isolement et le rapprochement social, la fin
de la recherche booléenne, l'évolution de la lutte contre la désinformation et nous propose un plaidoyer pour de véritables compétences numériques à développer sur la base de ces constats. Le cinquième et dernier point fort intéressant que j'ai noté par rapport à ce livre, ce sont les tableaux récapitulatifs après explication, bien sûr, que je trouve extrêmement utiles, pertinents, simples et surtout très rapidement compréhensibles. Pour vous donner quelques exemples, si vous achetez le livre, vous trouverez un panorama général des outils de veille à la page 142 de l'ouvrage ou encore une catégorisation expliquée des différentes solutions de data visualisation ou de visualisation de données à la page 168 de l'ouvrage. Parlons maintenant des points d'amélioration que j'ai notés concernant ce livre. Techniquement, il n'y en a qu'un seul, il est subjectif, certes, mais je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir une continuité du livre sur Internet sous forme d'exercices ou de défis CTF, par exemple. Cela dit, la nouvelle édition de ce livre propose d'ailleurs des ressources complémentaires sur une plateforme dédiée sur Internet, mais le contenu est encore en cours de conception à l'heure où j'enregistre cet épisode. Terminons maintenant avec mon conseil si vous achetez ce livre. Avoir connaissance du contenu de cet ouvrage, c'est très bien, mais ce livre vous sera d'une plus grande utilité si vous prenez le temps de suivre minutieusement ses recommandations et de les mettre souvent en pratique. Ça renforcera vos compétences en matière de sourcing, de veille et d'analyse de l'information. Pour conclure, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup apprécié ce livre et je vous le recommande pour votre bibliothèque. Je pense qu'il serait peut-être plus intéressant d'acheter la dernière édition du livre. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition et il est disponible sur Amazon, sur le site de l'éditeur et auprès des librairies. Il est au prix de 26,90 € pour la 2e édition et de 27,90 € pour la 3e et dernière édition. Voilà, c'est tout pour le premier épisode Book Club du podcast. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Si c'est le cas et que vous l'avez apprécié, je vous invite à réaliser 3 actions. La première est de lui laisser une note selon votre plateforme d'écoute. La seconde est de partager votre avis en commentaire. Et enfin la troisième est de partager l'épisode avec ceux et celles pour qui il sera également utile. Ces actions aideront le podcast à se faire connaître. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode.